Nous sommes samedi 11 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée. Voici les titres. Le projet de loi portant statut de pupille de la nation a été adopté à l'unanimité ce 10 juin 2022 à l'Assemblée législative de transition. Une loi qui viendra en aide aux familles des victimes des attaques terroristes et plus particulièrement aux orphelins. Et puis le pape François reporte son voyage en Afrique qui était initialement prévu du 2 au 7 juillet et cela pour des raisons de santé. L'annonce a été faite ce 10 juin par le Vatican et selon leur dire, le souverain pontife est atteint de douleurs au genou. Les détails pour vous en fin d'édition. Voilà entre autres les titres qui vous seront développés lors de ce journal. Nous l'entamons d'ailleurs avec les députés de l'Assemblée législative de transition qui ont examiné ce vendredi 10 juin 3 projets de loi. Le premier relatif au statut de pupille de la nation, le deuxième au statut de martyr et d'invalide de la nation et le troisième, lui, relatif au statut des héros de la nation. Ces 3 projets de loi ont été défendus par le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Elles visent non seulement à fournir aide et assistance aux orphelins, mais aussi à magnifier la bravoure et le courage des héros de la nation. Si les 2 premiers ont été adoptés, le troisième relatif au statut de héros de la nation, quant à lui, n'a pas été adopté faute de consensus. Maxime Jean-Eudes Bambara nous en dit plus. À l'unanimité des 70 votants du jour, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté le projet de loi portant statut de pupille de la nation. Ce projet de loi vient en modification de la loi 062 du Conseil national de transition CNT du 6 septembre 2015 qui n'a pas pu être appliquée jusque-là du fait de l'absence de texte d'application, mais aussi de certaines insuffisances qu'elle présentait. Les attaques terroristes ne cessent de faire des victimes indirectes, notamment des veuves et des orphelins, d'où l'intérêt de ce projet de loi afin de fournir aide et assistance aux familles des victimes et plus particulièrement aux orphelins. Vous savez bien qu'il y a des règles légistiques qui gouvernent la relecture d'un texte législatif. En substance, il ressort que si plusieurs dispositions sont touchées, il convient donc de proposer une nouvelle loi. Aussi, vous verrez dans l'exposé donc des motifs que nous avons fait des précisions en disant que c'est en relecture donc de la loi 062. Ce projet de loi est structuré en 4 chapitres et comporte 12 articles. Les innovations introduites sont entre autres l'amélioration de la définition du pupille de la nation, un élargissement de la catégorie des enfants mineurs éligibles au statut de pupille de la nation, l'option pour une procédure d'adoption et la suppression de certaines conditions, ainsi que la fixation de nouvelles conditions susceptibles d'entraîner la perte de la qualité de pupille de la nation. C'est dans l'application de la loi que le gouvernement connaîtra le nombre de pupilles et également le montant qu'il faudra donc débourser. En ce qui concerne l'élargissement des bénéficiaires au-delà des enfants donc des forces de défense et de sécurité, cela est effectif car tout enfant de martyr bénéficie d'office de la qualité de pupille de la nation. La question de savoir s'il y avait une articulation entre le corps des personnes et de la famille et cette loi, en réponse donc à cette préoccupation, dans le cas d'espèce, l'État offre juste une prise en charge, mais n'a pas l'intention d'accorder une filiation à l'enfant, ce qui est d'ailleurs impossible. 2 autres projets de loi ont également été soumis aux députés de l'Assemblée législative de transition. Il s'agit du projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation et celui portant statut des héros de la nation. Si le deuxième projet de loi a été adopté, le troisième, relatif au statut des héros de la nation, n'a pas été adopté faute de consensus.
Brevet d'études du premier cycle session 2022. Les résultats ont été proclamés ce 10 juin 2022. Et au jury numéro 8 du centre de composition du lycée Le Réveil, 320 candidats ont été enregistrés et le dit jury a fait un taux de succès de 27% à l'issue du premier tour. Vous constaterez dans quelques instants que la joie était au rendez-vous pour les admis, mais aussi de la tristesse pour les candidats malheureux. D'un autre côté, il y a ceux à qui une seconde chance est encore possible pour l'obtention de ce précieux diplôme. Toutes les émotions dans ce reportage de Selimatou Zongo, commenté par Wenlasida Kaboré. Il est 11h ce 10 juin au lycée privé du Réveil. C'est jour de proclamation des résultats du premier tour de l'examen du BEPC. Ici au jury numéro 8, c'est la délibération des résultats. Mine crispée, la peur au ventre, le visage de certains élèves traduit un air d'inquiétude. Mais cela ne sera pas pour longtemps. Les premiers cris de joie se font entendre. Accompagnés ou seuls, ils viennent voir les résultats. On ne peut pas expliquer, mais vraiment, c'est vraiment waouh quoi. On ne peut même pas parler. Je suis très contente, c'est ma deuxième fois. Je suis très contente. Sentiment de joie. Je suis contente parce que j'ai eu mon BPC. L'année prochaine, ça sera la seule. Venue pour s'enquérir des résultats de sa fille, cette mère ne manque pas d'encourager sa fille, candidate malheureuse au BEPC session 2022. Il faut trouver le mot juste pour la consoler. Elle l'invite à redoubler d'efforts pour l'année à venir. Je l'encourage. Il ne faut pas qu'elle soit triste. Dieu voulant, l'année prochaine, ça va marcher. S'il y a la santé, tout ira bien. Selon le président du jury, les résultats de cette année ont été meilleurs comparativement à l'année précédente. Dans son jury, le taux de succès est au-delà de 25%. Nous avons un effectif de 376 candidats. Et sur les 376, il y a eu 103 admis, soit un taux de 27,39%. Voilà, pour ceux qui sont admis dès le premier tour. Maintenant, il y a ceux qui vont au second tour, donc eux, ils sont au nombre de 132. Mais quand je compare les résultats de l'année passée par rapport à ceux de cette année, bon, j'ai l'impression que quand même, les résultats sont meilleurs par rapport à ceux de l'année passée. Le rendez-vous est pris pour le lundi 13 juin prochain pour les épreuves écrites du second tour. Et les résultats sont attendus au plus tard le 15 juin. Les candidats auront à composer dans les épreuves de mathématiques et de français. Et puis la coalition des chefs coutumiers était face aux hommes de médias ce vendredi. Réunie en marge d'une assemblée générale, cette coalition qui regroupe des notabilités coutumières venues de divers horizons du Burkina a appelé à un allègement des conditions de vie de l'ancien président Roch Kaboré. Profitant de l'occasion, la coalition a également appelé les nouvelles autorités à améliorer le train de vie des Burkinabés qui font face actuellement à une cherté de la vie. Serge Kaboré pour le reportage. Eux, ce sont les chefs traditionnels garants de la tradition, communément appelés les bonnets rouges. Réunis ici en assemblée générale autour d'un regroupement dénommé Coalition des chefs coutumiers, ils appellent à la libération de l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en résidence surveillée depuis sa chute du pouvoir le 24 janvier dernier. Nous demandons l'allègement de la situation sécuritaire de l'ex-président M. Roch Marc Christian Kaboré, car il a été président et sa contribution dans ce combat aussi important, car le pays a besoin actuellement de tous ses fils et filles pour aider à surmonter cette étape très rude que notre patrie vit depuis quelque temps. Face aux conditions de vie des Burkinabés marquées par une augmentation des prix des denrées de première nécessité ainsi que la situation sécuritaire qui s'enlise, la coalition des chefs coutumiers interpelle les nouvelles autorités. D'abord, nous demandons aux nouvelles autorités de redoubler encore plus de vigilance pour faire face à cette crise majeure que nous vivons dans notre pays, à savoir l'insécurité, car si ce problème est résolu, les nombreux déplacements internes que nous avons retourneront dans leur localité.
Présent à cette assemblée générale, le représentant du ministre en charge des affaires religieuses et coutumières a apprécié l'initiative tout en s'engageant à transmettre leurs doléances acquis de droit. C'est une initiative qui est louable, donc appréciée par les autorités du pays. Je pense que nous allons transmettre acquis de droit les doléances qui ont été formulées ce matin par la coalition des chefs coutumiers. Donc, aux plus hautes autorités de ce pays. Notons que la coalition des chefs coutumiers est un regroupement de plusieurs notabilités coutumières qui vise à intercéder auprès des autorités pour une amélioration des conditions de vie des Burkinabés dans la situation sécuritaire actuelle. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a annoncé ce 9 juin la deuxième édition des ambassadeurs de la paix Award prévue pour le 8 juillet prochain. Cette soirée se tiendra sous le thème « Quel plaidoyer pour la réinsertion sociale et éducative des enfants déplacés internes, le rôle des pouvoirs publics, des organismes de la société civile et des organismes de défense des droits de l'enfant ». Et au cours de la dite soirée, les acteurs œuvrant pour la paix au Burkina Faso, surtout dans ce contexte d'insécurité, se verront récompensés. Reportage signé Annie Gladisda par la voix de Wen Lassida Kaboré. Dans un contexte d'insécurité généralisée fortement marqué par la montée du terrorisme au Burkina Faso, des mouvements et associations travaillent au quotidien pour brandir haut les couleurs de la paix et de la cohésion sociale. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, s'inscrit dans cette même logique et prévoit marquer une fois de plus un arrêt à travers la soirée des ambassadeurs de paix Award APA dans l'optique de récompenser le mérite des partisans de la paix qui travaillent sans répit sur le terrain de bataille en vue d'éradiquer le terrorisme sur le territoire burkinabé. Une occasion pour le MEPAP de louer leur bravoure au nom de l'ensemble des Burkinabés parce qu'ils n'ont jusque-là courbé les chines mais ont plutôt su rester dignes et intègres pour tenir debout le Burkina résilient, à en croire le président national du MEPAP. Cette soirée d'abord c'est une soirée de distinction des hommes et des femmes de paix. C'est-à-dire que de primo c'est pour donner un exemple, pour montrer à ceux qui se battent nuit au jour. Parce que je vous ai dit qu'il y a un trophée pour le patriotisme. C'est-à-dire quand quelqu'un prend ce trophée, je me rappelle l'année passée, il a pris ça, il allait jusqu'à Solé, en milieu de bataille même, et les gens ont fêté, nous on a vu les images. Donc ça a galvanisé d'autres héros dans plusieurs zones, que ce soit à Fada et autres. C'était tous là, dans les 5 régions les plus touchées, tous les VRP étaient là, pour honorer ça. C'est-à-dire que non seulement cette soirée, c'est pour inciter, émuler les gens pour qu'ils puissent faire des actions de paix, de cohésion sociale et surtout de réconciliation nationale. Voilà pourquoi on fait autour de ça, pour réunir tous ces enfants de Dieu, tous ces hommes et femmes là, épris de paix là. C'est pour ça qu'il y a la soirée. Pour cette deuxième édition, la Nuit des APA va s'intéresser à la situation de vulnérabilité des enfants des déplacés internes. Jadis scolarisés pour certains, d'autres attachés à des activités agricoles dans leur localité d'origine, ces enfants deviennent par ailleurs des cibles vulnérables pour les recruteurs au profit des groupes armés. Le milieu de ces enfants déscolarisés et désœuvrés devient un terrain fertile à la radicalisation et à l'extrémisme violent, nous décrit le président du mouvement. Cette année, nous allons baser sur le thème des enfants. Quel plaidoyer pour la réinsertion sociale et éducative des enfants déplacés internes. Le rôle des organismes donc, de la société civile, des organismes de défense des droits de l'enfant et des pouvoirs publics. Parce que c'est clair et net que plus d'un demi-million d'enfants sont plus âgés, ne sont plus d'activités agro-culturelles, pastorales, rien, n'ont même plus droit d'accès à l'école. Et ils vont faire quoi? Et ceux de 5 à 10 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir alors qu'ils auront 20 à 15 ans? C'est-à-dire qu'ils n'auront appris que la violence et ils seront même prêts à être recrutés par les activistes terroristes ou même dans les délinquances. Et c'est sûr et certain que si on ne fait rien pour ces enfants-là, la situation sera pire même que le terrorisme. Le rendez-vous est donc pris pour le 8 juillet prochain pour la soirée des APA 2022, une occasion pour le MEPAP de faire un plaidoyer en faveur de ces enfants déplacés internes afin que de bonnes actions soient menées en faveur de leur réinsertion sociale et éducative, ce qui les éloignerait des couloirs d'enrôlement au bénéfice des ennemis du Burkina Faso. Le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes a tenu du 8 au 9 juin son conseil syndical. Une rencontre qui a réuni les délégués et les militants en vue de réfléchir sur les nouveaux défis auxquels est confronté le travailleur de l'administration douanière. Occasion également pour ces derniers d'actualiser sa plateforme revendicative. Michael Tougri pour le reportage.
À ce conseil syndical du Syndicat national des travailleurs de l'administration douanière Sinatrad, une instance pour passer en revue les activités menées et les différentes préoccupations professionnelles des travailleurs. Une rencontre qui a réuni les responsables syndicaux et les militants autour du thème « La douane burkinabé face à des défis nouveaux, rôle et place du militant syndical ». Avec le contexte sécuritaire, les services des douanes ne peuvent plus fonctionner normalement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire face à cette situation? Il y a aussi que nous sommes dans une période transitoire et que les attentes sont nombreuses vis-à-vis de l'administration des douanes en matière de mobilisation des recettes et en matière de lutte contre les contrebandes de tout genre. Qu'est-ce que le douanier doit pouvoir faire dans ce cas-là pour pouvoir faire bien son travail et être exempt aussi de tous reproches? Ce que nous revendiquons premièrement, c'est un dialogue permanent avec l'autorité douanière qui nous permettra en tout cas de porter d'abord les préoccupations qui seront issues de ce conseil syndical pour qu'ensemble nous décidions en tout cas de la mise en œuvre de certaines revendications. Tout en félicitant la tenue de ce conseil syndical du Sinatrad, le représentant du directeur général des douanes, Robert Kontogom, a invité les participants à des réflexions tout en espérant que les conclusions des travaux vont impacter positivement sur les résultats attendus de l'administration douanière. Une administration qui dit être attentive aux préoccupations de son personnel. La direction générale des douanes effectivement attend la plateforme et comme on le dit, il y a toujours un consensus qui se dégage. Voilà. Ce sont des douaniers, ils ont des préoccupations, c'est tout à fait normal effectivement qu'ils militent de sorte à améliorer effectivement les conditions de travail, aussi améliorer effectivement tout ce qu'il faut. Voilà, parce qu'au niveau de la direction générale des douanes, les attentes sont nombreuses, les attentes effectivement de l'État et des citoyens, et effectivement un syndicat responsable, effectivement c'est ce syndicat-là qui est à l'écoute de ses militants et aussi qui est à l'écoute aussi de la direction générale des douanes en fonction effectivement des moyens mis à la disposition de la direction générale des douanes. Le conseil syndical du Syndicat national des travailleurs de l'administration douanière Sinatrad, tenu du 8 au 9 juin, a été une tribune pour le représentant du directeur général des douanes d'inviter les responsables du syndicat à continuer la sensibilisation de ses militants pour une culture du professionnalisme au sein de l'administration des douanes burkinabé. Orange Digital Center a organisé une formation au profit de 200 étudiants développeurs full stack repartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 100 développeurs full stack ont donc reçu ce 9 juin leur attestation de fin de formation à Ouagadougou. Ils ont été formés dans la création des applications et des sites web. Notons que c'est la mission assignée à Orange Digital Center, former et accompagner les jeunes dans le domaine du digital. Les détails pour vous avec Abdoulraï Nini. Après 6 mois de formation intensive, ces étudiants se disent prêts à exercer dans le domaine du digital. Ils sont désormais des développeurs full stack, spécialisés donc dans la création d'applications et de sites web. Ils ont montré leur savoir-faire à cette cérémonie de fin de formation devant des responsables d'entreprise. L'objectif est de susciter l'intérêt de ces chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs projets. Des projets innovants au profit des entreprises qui sont aujourd'hui contraints de s'adapter à l'évolution de la technologie pour répondre aux besoins des clients. Et notre projet consiste à un intéressé voulant louer une voiture. Un intéressé voulant louer une voiture va sur notre site, il se connecte d'abord, il crée son compte et il peut voir dans le catalogue tous les modèles disponibles dans notre site. Et s'il y a une voiture qui lui plaît, il fait sa réservation et voilà, il aura sa voiture. Projet multiservice. Alors c'est un projet qui permet d'intégrer des entreprises mettre des entreprises en interaction avec les clients. Par exemple, un individu qui est là, qui a des problèmes à la maison, que ce soit électricité ou peut-être même du babysitting. Voilà. Donc cette personne-là, souvent c'est déplacer, aller dans une entreprise comme ça pour étaler son problème, c'est compliqué. Pourtant le digital est là pour faciliter les choses. Donc notre application permet de, quand tu l'installes seulement, tu peux rentrer sur l'application, cliquer en quelques instants seulement, envoyer un devis pour que l'entreprise intervienne au lieu que vous-même vous déplacez. Cette formation entre dans le cadre des activités de Orange Digital Center, qui est un centre de formation et d'accompagnement des jeunes dans le domaine du digital créé par Orange. La formation est gratuite et les bénéficiaires sont sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature.
Notre objectif, c'est de former pour l'employabilité. C'est vraiment renforcer l'employabilité des jeunes dans le domaine du digital. C'est ce que nous voulons apporter au Burkina. C'est ce que le groupe Orange veut apporter au Burkina. Aider la jeunesse à trouver du travail. Donc, pour aider quelqu'un à trouver du travail, il faut que la personne soit bien formée et il faut que la personne soit encadrée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre. Nous les formons et nous passons des accords avec des entreprises pour soit les placer en stage d'au moins 6 mois ou bien en emploi définitif. Ou bien nous les orientons aussi vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'auto-emploi. Orange Digital Center envisage étendre cette formation sur d'autres volets du numérique, notamment le marketing digital, et l'élargir également à plusieurs villes du pays. Pour ce faire, la responsable de Orange Digital Center a annoncé la création d'Orange Digital Club dans plusieurs universités du pays. Première édition du Cibabim Africa. Le Burkina Faso accueille du 24 au 25 juin 2022 la première édition du Salon de l'innovation, de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics BTP en Afrique francophone. Les organisateurs de ce salon étaient face à la presse ce 10 juin pour donner les détails de cet événement. Comment faire entrer le secteur du BTP burkinabé et africain dans l'ère du numérique et ainsi réinventer ce secteur. C'est l'objectif recherché par ce dernier. Et en plus de cela, des activités seront organisées au cours de cette rencontre avec des thèmes bien précis. Plus de détails avec Mamidriana Kamabou. Le secteur du bâtiment et des travaux publics en Afrique est un secteur difficilement perméable aux innovations selon les acteurs du domaine. Pour inciter les acteurs du domaine à apporter plus des innovations dans leurs travaux, un salon international de l'innovation de l'industrie sera organisé. Initié par l'entreprise Fasobim, ce salon a pour objectif de faire entrer le secteur du BTP d'Afrique francophone dans l'ère du numérique. Il s'agira à travers cette rencontre d'amorcer la digitalisation de l'industrie du BTP qui conduira, selon les organisateurs, à un développement industriel et économique des entreprises. Le salon vise à accompagner les entreprises dans le secteur du BTP pour monter en compétences. Et également, on va accompagner, parce qu'il parle de révolutionner ce secteur-là, parle logiquement d'inclure tout ce qui est formation. Donc on va aussi former les étudiants pour qu'ils puissent monter en compétences, car c'est eux l'avenir en fait de ce métier-là. Et aussi, ça permettrait de développer un écosystème numérique fiable permettant une interopérabilité des différents outils et logiciels durant tout le temps du projet et tout le temps du projet pendant les phases de travaux. Conscient des enjeux futurs de l'industrie de la construction en Afrique, ce salon a pour ambition d'adopter une stratégie d'implémentation du processus BIM en Afrique francophone afin de tirer profit des bénéfices de cette méthode. Une méthode qui se base essentiellement sur la technologie de l'information, de l'échange de données et surtout sur le travail collaboratif pendant le cycle de vie d'un projet. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on est en phase de conception. Du coup, ça sera plus simple de se réunir tous autour de la table pour discuter des problématiques rencontrées. Ça permet justement d'anticiper cela et d'éviter cela en phase de construction. Et logiquement, cela nous permet d'éviter les problèmes lorsqu'on construit déjà le bâtiment. Et l'avantage derrière, c'est qu'on va logiquement gagner en termes de temps, tout ce qui est en termes de temps et aussi en termes d'argent. Parce que quand on gagne du temps, logiquement, on gagne de l'argent. Prévu se tenir du 24 au 25 juin prochain, plusieurs thématiques seront abordées. Selon les organisateurs, il y aura également des rencontres B2B, des conférences et des ateliers de formation. Et les thématiques qui seront abordées seront la conception et la construction. Et bien sûr, après avoir conçu et construit, il faut maintenant exploiter les ouvrages qui ont été réalisés. Donc nous allons traiter de comment est-ce que nous pouvons exploiter ces ouvrages-là en intégrant le BIM. Et quand on parle d'exploitation, il faut aussi parler de maintenance, parce qu'il faut maintenir ces ouvrages-là en l'état. Et le BIM aussi permet justement de faire tout cela. Donc nous allons traiter de l'exploitation, de la maintenance, des différents usages possibles et des services que peuvent rendre le BIM ici, principalement en Afrique et au Burkina de façon plus précise. Et aussi, pour finir, nous allons traiter de l'organisation même et de la façon dont le BIM fonctionne de façon générale.
À cette première édition du Salon international de l'innovation de l'industrie du BTP en Afrique francophone, plus de 10 pays d'Afrique et d'Europe sont invités. Plus de 200 professionnels du domaine ainsi que plus de 1000 participants sont attendus à ce rendez-vous. Je vous le disais en titre, le Vatican a annoncé ce vendredi le report du voyage du pape en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, qui était initialement prévu du 2 au 7 juillet. En cause, la santé du pape qui souffre de douleurs au genou. Et pour le moment, aucune date de report n'a été communiquée. Suivons donc ce reportage pour les détails. Le pape François contraint d'annuler sa visite prévue en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de douleurs aiguës au genou. Le Saint-Père s'est dit attristé par cette annulation alors que les préparatifs battaient leur plein. Initialement prévu du 2 au 7 juillet, ce déplacement en Afrique devait conduire le souverain pontife à Kinshasa, Goma et Juba. Le Vatican n'a donné à ce stade aucune date de report. Le voyage prévu fin juillet au Canada pourrait également être menacé. L'état de santé du Saint-Père âgé de 85 ans est au centre des interrogations. Depuis plusieurs semaines, François se déplace en fauteuil roulant et son visage grimaçant lors de ses dernières apparitions publiques traduit ses souffrances. Il a notamment dû subir des infiltrations pour atténuer ses douleurs au genou. Le Vatican assure que les traitements portent leurs fruits, mais que le pape a besoin d'encore un peu de temps avant de pouvoir voyager à l'étranger. Sachez, mesdames, messieurs, que la confiance est un élément majeur pour se réaliser. Sans elle, aucun projet, quelle que soit sa taille, n'aboutira. Ayez toujours foi en ce que vous faites et donnez-vous les moyens pour le réaliser. Fin de cette session d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour de nouvelles sessions.